Vous suivez Kivu Morning Post et vous avez raison. Bienvenue à l'actualité internationale. La représentante permanente du Rwanda auprès de l'ONU, Urujeni Bakuramutsa, a affirmé que la RDC ne pouvait pas rechercher la paix tout en soutenant des milices et des groupes armés. Elle a appelé à l'application des accords de paix pour instaurer une paix durable dans l'est de la République démocratique du Congo et dans la région des Grands Lacs, estimant que les solutions militaires et les accusations ne permettraient pas de résoudre la crise. Vice-président, je prends la parole car les délégations du Burundi et de la RDC ont choisi de formuler des accusations contre le Rwanda qui ne correspondent pas aux propos tenus par le haut-commissaire lors de sa présentation orale sur la situation volatile dans l'est de la RDC. Le Rwanda rejette toute tentative de transformer ce dialogue en plateforme d'accusation. Premièrement, il faut rappeler la présence du Burundi dans l'est de la RDC. Plus de 10 000 soldats burundais sont déployés aux côtés des forces de l'armée de la RDC, des FDLR, des Wazalendo et de mercenaires étrangers engagés par Kinshasa. Des rapports de terrain ont documenté des graves abus commis par les forces burundaises contre des civils, notamment des violences sexuelles, des détentions arbitraires et d'autres violations graves. Deuxièmement, le Rwanda ne cesse de s'exprimer sur la menace sécuritaire grave que représente la présence continue des FDLR. Malgré les orientations claires du Conseil de sécurité des Nations Unies pour la neutralisation des FDLR et les engagements pris dans le cadre des accords de paix de Washington, les FDLR continuent d'être armés, coordonnés et intégrés dans les forces armées congolaises. Plusieurs rapports démontrent aussi que la RDC coopère également avec d'autres milices, notamment les Wazalendo et Codeco. La RDC ne peut pas prétendre rechercher la paix tout en armant, en coordonnant et en utilisant des milices et des groupes armés qui nourrissent l'insécurité et prolongent les souffrances des civils. La priorité pour l'Est de la RDC et pour la région des Grands Lacs est de construire une paix durable par la mise en œuvre des accords de paix et non par des solutions militaires ou des accusations qui ne résistent pas à l'examen des faits. Le Rwanda reste engagé au respect des processus en cours visant à la paix durable dans la région des Grands Lacs. Je vous remercie, Monsieur le Vice-président. Toujours à l'international, la Belgique a réaffirmé son engagement aux côtés de la République démocratique du Congo lors de la DRC Mining Week 2026 à Lubumbashi. La consul générale de Belgique à Lubumbashi, Wild Van, a salué le rôle stratégique de la RDC dans l'économie mondiale. Elle a insisté que la RDC occupe une place clé dans la production mondiale des cuivres et des cobaltes. Le rôle stratégique de la RDC dans les chaînes d'approvisionnement globales. L'enjeu aujourd'hui est clair, transformer ces ressources localement en développant des chaînes de valeur intégrées, créatrices d'emplois et porteuses de prospérité pour les populations. C'est pour cela que la Belgique travaille activement dans le cadre du projet européen PANAF-Géo à la numérisation des archives centrales du Musée royal de l'Afrique centrale. Cette initiative renforcera le service géologique national du Congo et garantira que la totalité des archives soit rendue accessible à l'entièreté de la population congolaise, dans un objectif de développement, de recherche et de transparence. Cependant, nous devons également regarder la réalité en face. Le climat des affaires est sujet à de nombreux défis et obstacles. Les infrastructures restent insuffisantes, les routes parfois impraticables et l'accès à l'énergie est limité. De plus, les entreprises, qu'elles soient étrangères ou congolaises, ont besoin d'une gouvernance économique qui doit continuer à se renforcer et d'une stabilité juridique permettant la protection des investissements sur le long terme. C'est précisément pourquoi des initiatives structurantes comme le corridor de Lobito, dans le cadre du programme Global Gateway de l'Union européenne, sont si essentielles.
En connectant la RDC à l'océan Atlantique, ce projet ouvre de nouvelles perspectives concrètes. Faciliter le commerce, réduire les coûts logistiques et renforcer l'intégration régionale. Aujourd'hui, contrairement à il y a 4 ans, plusieurs trains relient chaque jour le Katanga à la côte atlantique. L'Union européenne, aux côtés de la Belgique et des États membres, s'engage à soutenir ces dynamiques à travers des partenaires fiables, transparents et durables. Notre objectif est clair, accompagner la transition énergétique mondiale tout en créant des bénéfices tangibles pour les économies locales. Car cette transition énergétique, au cœur de nos échanges cette semaine, ne pourra réussir sans la RDC. Le Congo est un acteur d'aujourd'hui et de demain pour les technologies vertes, pour l'industrie de pointe, médicale, militaire, numérique, spatiale, mais aussi et surtout pour l'intelligence artificielle qui bouscule les schémas actuels. Cela passe notamment par l'énergie. Comme le souligne le titre de notre soirée, Powering the DRC Together, l'accès à une énergie fiable, durable et abordable est l'un des piliers du développement économique du pays. Cependant, cette transition ne pourra pas réussir sans une approche équilibrée qui combine exploitation des ressources, développement des capacités locales et engagement en faveur des communautés. Nous célébrons ensemble la Mining Week, mais l'histoire du Katanga ne se limite pas aux minerais. C'est aussi une histoire de potentiel agricole, humain, entrepreneurial. Le Haut-Katanga, à lui seul, dispose de millions d'hectares de terres arables et une production agricole qui constitue un pilier essentiel pour un développement inclusif. Aucun de ces efforts ne pourra pleinement porter ses fruits sans un élément fondamental, la cohésion nationale. Le président français Emmanuel Macron a clôturé les sommets du G7 à Evian le mercredi 17 juin 2026 en qualifiant l'événement d'objectivement un succès marqué par un front uni et des avancées diplomatiques majeures. Il n'a échappé à personne que ce G7 se tenait dans un contexte extrêmement difficile, de fragmentation du monde, de crises multiples, de conflits, et que beaucoup peut se jouer lors de nos échanges. Et que ces derniers mois avaient été marqués plutôt par de la fragmentation, des divisions ou des désaccords. Et nous les avions assumés. Ce G7 a permis, et c'est ce qui constitue pour un tel sommet un élément de son succès, et donc c'est pourquoi je peux vous dire que ce G7 est objectivement un succès, c'est qu'il a été un moment d'unité, de discussion de qualité et de vraie coopération entre les dirigeants qui se retrouvaient ici. Ce sommet, en effet, nous a permis de nous coordonner de manière très étroite pour répondre aux crises et de travailler aux grands défis de notre temps. Avec d'abord une méthode, c'est qu'on a associé évidemment très étroitement les pays membres du G7, mais ce qu'on a appelé les pays partenaires du G7+, l'Inde, le Kenya, en tant qu'il avait co-présidé le sommet Africa Forward, la Corée du Sud, le Brésil et l'Égypte. Ces informations au-delà de nos frontières se poursuivent. La capitale russe, Moscou, a été victime ce jeudi 18 juin 2026 d'une attaque massive à des drones ukrainiens dans la nuit du mercredi au jeudi 18 juin 2026. L'une des plus grandes raffineries de pétrole de la capitale a été touchée. L'un des aéroports de Moscou a été évacué. De médias occidentaux affirment que Zelensky avait privé Poutine de l'argent du pétrole qui finance sa guerre.
Et c'est la fin de l'actualité internationale. Mesdames et messieurs sur Kivu Morning Post, merci à vous de l'avoir suivi.